Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Télé Africa et vous regardez Ligne de mire, votre émission de débat sur des questions d'actualité dans notre pays. Et l'actualité ces derniers jours au Gabon est politique, avec évidemment l'annonce de ces ralliements au Parti démocratique gabonais et au sein de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Je vais parler évidemment de ce retour à la maison, si on peut le considérer ainsi, de Féfé Onanga, ancien soutien manifeste de Jean Ping, mais surtout de l'annonce faite par l'ancien Premier ministre, chef de gouvernement Jean Eyeguendon, ancien Premier ministre d'Omar Bongo Ondimba, soutien pendant 12 ans de Jean Ping, opposant farouche au pouvoir en place, Jean Eyeguendon, le natif d'Onkembo, qui a donc annoncé se mettre à la disposition de la République et de l'État. Dans Ligne de mire de ce soir, nous allons tenter de décrypter cette actualité dans la première partie. Est-ce que le dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation est la formule usitée par les acteurs politiques gabonais, certains pour aller à la mangeoire, selon certains propos tenus par les médias et même par d'autres acteurs politiques? Sommes-nous déjà en train de jouer 2023? Est-ce que 2023, c'est le futur qui est en train de se conjuguer au présent? Les deux thématiques de Ligne des murs de ce soir. Je reçois sur le plateau Gérard Elan Nguema, il est président du Front patriotique gabonais. Monsieur Elan Nguema, bonsoir. Je reçois également Jonathan Tuntum Ngom, universitaire. Jonathan Tuntum, bonsoir. Bonsoir. Et il y a également sur le plateau Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire, le BDP. Pascal Nkoulou, bonsoir. Bonsoir. Merci donc à tous les trois d'être au rendez-vous de Ligne de mire de ce soir pour que nous décryptions l'actualité relative donc à cette accélération ou cette recomposition du landerneau politique national. Depuis plusieurs mois maintenant, on assiste à des fusion, absorption entre certaines formations politiques et le PDG. On a longuement glosé sur le retour à la maison mère de René Desmaisons-Aubian, ancien président des démocraties nouvelles. Il y a des partis comme Hervé, le SDG, qui ont fondu dans le Parti démocratique gabonais. Je l'ai dit, il y a cette annonce qui a été faite il y a quelques jours par Féfé Onanga, qui est le leader d'un parti politique, soutien de Jean Ping lors de la présidentielle de 2016, qui a évidemment battu le pavé à Port-Gentil, donné de la voix pour soutenir la coalition pour la Nouvelle République. Il a regagné la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Et puis il y a Jean Eyeguendon, que tout le monde connaît, ancien Premier ministre, soutien manifeste de Jean Ping, qui aujourd'hui est donc à la disposition de la République, de l'État. Gérard Elan Nguema, quelle est votre appréciation de tout ce qui se joue, qui se fait actuellement sur l'échiquier politique national? Quelle est mon approche, quel est mon regard? Je dois dire que je suis président du Front patriotique gabonais et président en exercice de la troisième voie, parce que je ne me dissocie jamais de cet engagement. Quel est mon regard? Je dois d'abord, par principe, reconnaître que chacun de nous est libre de son engagement politique dans ce qui peut être appelé opposition, qui n'est pas idéologique, et dans ce qui peut être appelé majorité, qui là encore n'est pas idéologique. Je crois tout simplement que ce sont des compatriotes et des nationalistes qui débattent du développement et du bien-être de leur pays. Bon, dans cette histoire de rabattage, si on peut appeler ça comme ça, ou de retour, selon certains, à la maison, personnellement, je n'ai pas à juger qui que ce soit. Je crois que le plus engagé dans cette opération, ce n'est pas ceux qui repartent vers le pouvoir. Le plus engagé dans cette situation, c'est le chef de la supposée majorité, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas idéologique, j'insiste. Pourquoi? Parce que ceux qui repartent vers lui croient certainement aux bonnes intentions qui animent le tenant du pouvoir. La véritable question aujourd'hui, est-ce qu'il leur permettra de faire œuvre utile aujourd'hui? Pourquoi je pose cette question? Je pose cette question parce que nous avons vu beaucoup de personnes qui sont retournées, nous avons vu beaucoup d'échanges qui ont fini par se résumer
à presque rien du tout. Donc moi j'ai bien peur que l'appel, excusez, parce que là c'est ma première prise de parole, j'ai bien peur que celui qui a le droit de donner le là, j'ai bien peur qu'il ne soit pas sincère. Pourquoi? Parce que chaque fois que le régime, les tenants du pouvoir sont dans un état de fébrilité, ils font appel à d'autres Gabonais, mais à la fin, nous constatons qu'il y a un manque de sincérité. Vous voyez, à la conférence nationale, Omar Bongo Père a accepté la conférence nationale, malgré qu'une semaine avant ou 2 semaines avant, il avait dit à Vita, il n'y aurait jamais de démocratie au Gabon. Il a fini par accepter. Tout le monde y est parti en croyant à ses bonnes intentions. Au sortir de la conférence nationale, ce qui aurait dû être des injonctions est devenu par enchantement pour lui ou par amusement des simples recommandations. Les Gabonais ont observé et ont apprécié. Nous avons eu les accords d'Arambo, les Gabonais ont observé, ont accepté. Là, nous avons tout récemment le dialogue d'Angonje qui a conçu de belles approches pour le développement humain, économique, social de notre pays. Malheureusement, nous pouvons dire aujourd'hui que les résultats, parce que j'ai participé, et je n'ai pas envie de dire que je regrette d'avoir fait œuvre utile dans ma République, mais je dois dire que parfois j'ai envie de demander aux Gabonais pardon. J'ai envie de dire, je vous demande pardon, parce que j'ai cru à la bonne volonté. Au sortir d'Arambo, tout ça là est pris. Le chef de l'exécutif, celui qui a bien voulu nous convoquer là-bas, a pris ce qui l'intéressait pour lui, et le reste, il a jeté dans la poubelle. Alors, c'est pourquoi moi, je me dis, le problème n'est pas ceux qui pensent vouloir être utiles à la République en allant vers celui qui dirige, parce que c'est celui qui dirige qui construit les écoles, qui construit les routes. Non, 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 vous allez leur donner la part. Qui construit les écoles, qui construit les hôpitaux. Bien sûr. Hein? Ils ne font pas mal d'avoir l'intention ou de partir parce qu'ils veulent être utiles à la République. Mais c'est la sincérité de celui qui appelle les autres qui doit être normalement sujet à débat parce que l'histoire se répète. L'histoire se répète chaque fois que le régime est dans une situation difficile, on distrait les gens avec les appels, les recrutements, alors qu'il y a des véritables problèmes. Les véritables problèmes qu'on aurait dû débattre aujourd'hui, c'est la situation calamiteuse de l'économie gabonaise. Si je peux m'arrêter par là. D'accord, on vous a compris. Jonathan Tuntum Ngom, il y a donc cette déclaration qui était très attendue des gens à Yeguenon. C'est officiel, évidemment, il s'est exprimé devant les médias nationaux et internationaux. Il dit donc quitter la coalition pour la Nouvelle République, se mettre au service de la République et de l'État. Il parle de dialogue, de la nécessité de dialogue, de la nécessité pour les acteurs gabonais de pouvoir se parler au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que cette posture nouvelle de Jean Ayéguendon, vous la comprenez? Bon, merci de m'inviter pour débattre de cette question. Je dois d'abord dire que Jean Ayéguendon est un acteur politique majeur de notre pays. Il a assumé de hautes responsabilités et de ce fait, et au regard de son âge, je pense qu'il y a un brin de sagesse qu'on peut vouloir détecter dans chacun de ses positionnements. Mais en même temps, je pense que sur le plan argumentaire, une certaine opinion aurait la faiblesse de croire que cet argumentaire n'était pas suffisant pour lui. Quand on se rappelle des positions de Jean Ayéguendon au sortir de l'élection présidentielle de 2016. Comme l'a dit d'ailleurs Gérard, je respecte la liberté de Jean Ayéguendon, je respecte son positionnement, mais en même temps, on ne peut pas manquer de s'interroger sur peut-être la constance de l'inconstance de nos acteurs politiques. Autrement dit, je pense que Jean Ayéguendon, qui dit se mettre au service de la République et au service de l'État, mais même étant dans un parti de l'opposition, on est au service de la République. Lorsque nous sommes allés au dialogue d'Angonje en 2016, la délégation de l'opposition a été conduite à l'époque par
Demezobian René et Pierre-Claver Maganga Moussavou. Nous étions de la délégation de l'opposition, mais nous sommes allés pour la République, comme Gérard l'a dit. Nous avons fait œuvre utile pour la République. Le marteler qu'il se mettait désormais à la position, disons, à la disposition de la République et de l'État. Bon, c'est un peu, comment on dit, des tournures de langage, mais qui, au fond, veulent dire la même chose, c'est-à-dire, je pense que Jean Hérondon s'est rapproché du pouvoir et autant le dire officiellement. Il n'y a pas de mal à cela. Mais en même temps, ce que nous devons savoir, c'est que ce soit en 2016, quand d'autres ont dit qu'il fallait dialoguer dans l'intérêt supérieur de la nation, certains acteurs ont pensé qu'il ne fallait pas dialoguer avec le pouvoir. Et pourtant, nous l'avions dit à l'époque. Bon, ça arrive 5 ans après, c'est pas grave, il y a nécessité donc de comprendre. Et là où je respecte la posture de Jean Hérondon, c'est que, quelle que soit l'adversité qui vous a opposé à votre frère ou à votre ami ou à votre compatriote, il faut toujours se mettre autour d'une table pour dialoguer. Parce que ceci revient à dire que le Japon, en 1945, a failli être rayé de la carte par la bombe atomique des États-Unis. Mais les meilleurs ingénieurs japonais et techniciens japonais ont fini par être formés par les États-Unis. Et le Japon est devenu deuxième ou troisième puissance du monde jusqu'avant l'arrivée de la Chine. L'Allemagne et la France, qui ont eu 3 grandes guerres. La première, c'est la Prusse contre la France entre 1870 et 1871. La deuxième, entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne, pour nos jeunes frères, c'est l'Allemagne qu'on appelait à l'époque la Prusse. L'Allemagne contre la France encore entre 1914-1918 et entre 1939 et 1945. Mais les 2 puissances européennes aujourd'hui, qui dirigent l'Union européenne, la plus belle construction politique, économique, humaine aujourd'hui, c'est l'Union européenne, c'est l'Allemagne et la France, parce que les 2 puissances ont compris la nécessité de dialoguer. Je pense que c'est cette posture que Jean Hérondon adopte aujourd'hui, et c'est celle-là que les autres ont adoptée hier. Depuis 1990, la conférence nationale, les accords d'Arambo, et puis les accords d'Agongé récemment. Alors, Jonathan Totum-Ngom parlait à l'instant de la constance, de l'inconstance des acteurs politiques gabonais en parlant de la posture aujourd'hui prise par Jean Hérondon et même René Demezobian, puisqu'il a été pendant plusieurs années un haut militant, un haut cadre du Parti démocratique gabonais avant d'aller dans l'opposition et de revenir à la case départ. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule usitée par Jonathan Totum-Ngom, quand bien même il salue le fait que Jean Hérondon est disposé à dialoguer? Il faut déjà se montrer tout à fait réservé, parce que lorsque Jonathan Totum dit il note une forme de constance dans l'inconstance des acteurs politiques de l'opposition, c'est inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes... non, restons précis. Nous sommes dans le champ, nous sommes dans un champ politique où les camps sont bien repartis. Si on devait faire aujourd'hui l'inventaire de ceux qui ont fait la mobilité d'un camp à l'autre, c'est essentiellement ceux qui, il y a quelque temps, ont eu à dire, crier qu'ils étaient de l'opposition et qu'ils n'en avaient pas cure du pouvoir en place. Il faut être responsable. Ne soyez pas vous-même non plus inconstant dans vos inconstances. Ce n'est pas possible. Donc, ce que je note, c'est que c'est inquiétant parce que voilà des hommes qui, pour des raisons qui ne peuvent pas aujourd'hui être explicitées, Jonathan lui-même vient d'en faire l'inventaire, n'ont pas su convaincre par une offre politique attractive. Parce que l'absence de cette volonté de s'assumer ne peut pas se résumer à regretter leur posture d'hier pour dire, bon, aujourd'hui, nous choisissons d'accompagner l'actuel président de la République dans le cadre de l'exécution de ses politiques publiques. Le danger réside dans ce que, qu'est-ce qui motive cette mobilité? Et c'est ce que Gérard Langema dit. Vous parlez de la faiblesse ou de la pauvreté de l'offre politique. On rappelle une fois de plus que Jean Hérondon a été un soutien de premier choix de Jean Ping en 2016, que le candidat Jean Ping, qui a été soutenu par une coalition, avait une offre politique, évidemment qu'il a soumise à l'appréciation des populations gabonaises. Une élection présidentielle contestée au lendemain de la proclamation des résultats que Jean Ping continue à réclamer comme étant celui qui a gagné cette élection présidentielle-là. Vous
souhaité que, ou vous aurez bien voulu que Jean Yéguendon reste sur cette posture, sachant qu'on est à moins de 2 ans de la fin de ce mandat-là? Je voulais être plus explicite quand je parle de la pauvreté de l'offre politique. La construction de la marche vers le pouvoir s'établit à divers niveaux. Et vous avez des élections intermédiaires qui vous permettent par moment de cultiver et de conduire les citoyens à apprécier vos capacités à engranger un certain nombre de modifications et d'améliorations dans les différents espaces où vous exercez des parcelles de pouvoir. Or, on a vu une opposition qui s'est totalement désengagée, que ce soit au niveau des élections locales, au niveau des élections. Certains leaders, notamment M. Guido, ont même condamné le fait d'aller aux élections. Donc je dis, c'est pour ça que je parle de la faiblesse de l'offre politique. Un État ne se dirige pas uniquement à partir de l'élection principale, qui est l'élection présidentielle, mais à tous les niveaux intermédiaires de la vie de la nation. Or, lorsque vous n'êtes pas responsable à ces divers niveaux, comment voulez-vous que les populations vous fassent confiance à partir de l'instant où elles n'ont aucun repère probant pour juger de votre constance? C'est pour cela que je dis, je suis d'accord avec Jonathan quand il parle d'une forme de constance dans l'inconstance. Est-ce que la politique se résume à « j'occupe le poste de président de la République » ou alors je participe de manière très large à toutes les réflexions qui permettent d'améliorer le niveau de vie, les conditions économiques, le niveau social de mon pays? C'est la question qu'il faut se poser. Et leur alliement au président de la République me semble être beaucoup plus une volonté personnelle, j'insiste sur ce mot personnel, de se mettre à l'abri, je dois dire, des situations, voilà, des intendances personnelles. Moi, c'est comme ça que je le résume. Au lendemain de la présidentielle de 2016, vous l'avez rappelé vous-même, Ali Bongo Ondimba a convoqué un dialogue, le dialogue d'Agondje. Vous avez pris part, d'ailleurs tous les trois autour de la table, à ce dialogue d'Agondje-là. Ali Bongo Ondimba n'a de cesse depuis qu'il est au pouvoir de pratiquer une politique finalement de la main tendue. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui viennent de l'opposition, qui saisissent donc cette opportunité-là et répondent à la politique de la main tendue d'Ali Bongo Ondimba. Vous estimez que ce ne serait pas la bonne attitude pour ces opposants à avoir, à accepter la politique de la main tendue, d'accepter de dialoguer avec le pouvoir? Merci, Stila. Je voudrais tout simplement, pour me reprendre, je dis, je n'ai pas à juger le positionnement des uns. Non, vous me permettez. Est-ce que vous êtes d'accord justement qu'il y ait un dialogue entre les acteurs politiques aujourd'hui au Gabon? J'arrive. Est-ce qu'il y a la nécessité de dialoguer? J'arrive. Je n'ai pas à juger du positionnement de M. Jean Yéguendon, de M. René Demezeux, de M. Fefe Onanga. Le peuple est là pour apprécier. Je suis une petite voix qui crie dans le désert. Est-ce qu'il y a une nécessité de dialogue? Je dis, cette nécessité, elle s'exprime depuis très longtemps, depuis 2009. Parce que dans ce pays, il y a eu des choses extrêmement graves. Il y a eu même mort d'hommes. Vous comprenez? Il y a eu mort d'hommes. À partir du moment qu'il y a mort d'hommes dans une société, particulièrement africaine comme la nôtre, il est souvent nécessaire de se parler. Mais le problème se situe à quel niveau? C'est au niveau de la sincérité du pouvoir, je continue à le dire, du pouvoir Bongo et associé. Depuis le père, nous vivons ce stratagème qui consiste à souvent rameuter les gens, à souvent faire preuve de bonnes intentions pour dire il est temps, le pays va mal, ou il est temps de se mettre ensemble pour élaguer telle ou telle situation. Mais une fois la situation est réglée, nous l'avions vu à Rambo. M. Ali Bongo était fébrile au sorti de l'élection de 2016 parce qu'elle a été largement remportée par le peuple gabonais. J'aime à le dire. Le peuple gabonais avait besoin de sanctionner M. Ali Bongo et M. Jean Ping étaient au bon endroit, au bon moment. Donc, M. Ali Bongo a perdu l'élection face au peuple gabonais. Il se sentait tellement fébrile qu'il nous a conviés à son dialogue pour sauver la maison. On a dit on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes quand même allés, le cœur meurtri. On nous a traités de tous les noms. Mais nous pensions que nous faisions œuvre utile pour la République. Mais une fois M. Ali Bongo s'est remis debout et qu'il s'est senti confortablement assis, mais il a appelé ses amis, les étrangers, ses amis qui détournent l'argent du Gabon, et ça a créé tout ça. Donc pour moi, je dis, le véritable problème, est-ce que M. Ali Bongo, après le voyage qu'il vient de vivre au pays des morts, est revenu à la vie? Est-ce qu'il est devenu sincère? Est-ce que les gens
peuvent croire désormais en lui. Parce que je suis un peu embêté que le fait que M. Fefe ou Fefe Onanga et M. Yegendo, M. De Benzo, le fait qu'ils partent au PDG, ça devient un grand débat. Mais je ne vous ai pas, vous les gens de la communication aussi, je ne vous ai pas vu organiser des grands débats quand il y a eu des hommes, quand même des hommes de poids qui sont quittés du PDG pour partir dans l'opposition. Ça aussi, je crois que dans l'avenir, il faut organiser ce genre de débat parce que vous participez comme si vous jouez au jeu du pouvoir à faire la promotion de la fragilisation de ce qu'on peut qualifier d'opposition. Parce qu'on ne vous a pas très bien entendu. Massaval était quitté, Barou est quitté, Ping est quitté. Vous n'avez pas fait de grands débats autour, etc. Donc, pour moi, c'était une parenthèse pour une observation. Je vous dis, vous les hommes de médias, vous devriez être équitables. Mais est-ce qu'il y a nécessité de dialogue? Oui. Les gens, personne ne peut refuser le dialogue. Le dialogue est source de progrès, est source d'apaisement. Mais est-ce que celui qui dit aujourd'hui qu'il veut voir les autres autour de lui, est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il ne veut pas tout simplement, parce qu'il faut le reconnaître, sa position au-delà des apparences? Monsieur Yegendo peut partir, Monsieur De Benzo peut partir, qui d'autre encore? Peut-être Elangema peut partir, mais il a affaire au peuple gabonais. Le peuple gabonais n'est pas... Nous, on peut partir. Le peuple gabonais est dans sa position. C'est le peuple gabonais qui a sanctionné M. Ali. Et pour que ça marche, il faut que M. Ali fasse sa réconciliation avec les Gabonais. Il faut reconnaître qu'il y a eu des morts ici. D'abord, on n'a pas besoin de dialogue pour ça. Il faut que M. Ali reconnaisse qu'il y a eu des morts ici. Grâce à lui, grâce à son entourage, il faut ici qu'on dédommage certaines familles. Il faut que M. Ali se réconcilie d'abord avec le peuple gabonais pour qu'un véritable dialogue qui ait son sens puisse s'imposer à nous. Évidemment, l'objectif de l'émission, ce n'est pas de partager les bons ou les mauvais points, surtout en ce qui me concerne, moi, journaliste. Ce n'est pas dans mon intérêt. Et je rappelle quand même autour de la table que vous êtes 3 acteurs politiques et que tous les 3, à un moment donné de votre vie politique, d'acteurs politiques, vous avez composé avec le pouvoir en place. Vous n'allez pas me dire le contraire, Gérard Elang-Guéman. On vous a bien vu les années précédentes soutenir Omar Bongo Ondimba, donner de la voix, travailler avec André Mbobam. Je ne vais pas entrer dans les détails, donc ne faisons pas de la politique. Ne trompons pas le peuple. Je ne trompe, non, on est dans un petit pays. Ne refusez pas qu'on vous fasse observer des choses et pour rebondir. Moi, je n'ai jamais refusé que j'ai travaillé pour Omar Bongo. Voilà. Je l'ai fait lorsque tout le monde était d'accord en 2005 et tout le monde a dit, bon, Omar Bongo, c'est un dieu du village. Vous êtes tout aussi comptable de la situation. Je n'ai pas occupé de postes décisionnels ici. J'ai travaillé comme un Gabonais dans son pays. Je veux qu'on soit d'accord. Tout citoyen a le droit de travailler chez lui, mais je n'ai pas occupé de poste politique. Je n'ai pas été directeur, je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été président pour accuser une quelconque responsabilité. C'est pas ça l'objet du débat. Je veux qu'on soit d'accord. Jonathan Toutoumgom. Alors, il y a ce dialogue appelé de tous les vœux par la classe politique, certaines, notamment le parti au pouvoir. J'ai parlé de la main tendue d'Ali Bongo Ondimba depuis plusieurs années. On voit qu'il y a certains acteurs aujourd'hui qui, évidemment, appellent à l'organisation de ce dialogue et qui devrait se faire dans le cadre du Conseil national de la démocratie. C'est bien ça, le CND. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce que Gérard Elang-Guéman vient de mettre en relief, les mobiles qui devraient emmener à ce qu'il y ait ce dialogue-là finalement, puisque ce ne sera pas la première fois qu'on organise un dialogue, qu'il y ait un échange entre des acteurs politiques gabonais. On a parlé de la conférence nationale, des accords de Paris, des accords d'Arambo, du dialogue d'Angondjé, mais on a l'impression qu'il y a comme quelque chose qui a du mal à aboutir. Moi, je suis d'avis avec Gérard sur un point. Autant on reconnaît le bien fondé du maintien constant du dialogue dans un pays, autant on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui suscite la volonté du dialogue actuellement? Nous avons été aux élections en 2016, les élections
se sont passées comme elles se sont passées, on est allé au dialogue. On a mis sur pied un certain nombre d'orientations, sinon on a adopté des résolutions qui ne demandent qu'à être appliquées. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que les acteurs politiques changent de camp? Nous avons changé de camp à Démocratie Nouvelle, mais nous n'avons pas parlé de la nécessité d'un dialogue. Le dialogue a eu lieu. Les dialogues ont eu lieu dans ce pays. Il faut tout simplement faire la synthèse de tout ce qu'on a adopté comme recommandation depuis 1990 pour l'appliquer. Mais il ne faut pas que parce qu'un acteur politique change de camp, comme Nkoulou l'a dit, pour qu'il mette sur la table la nécessité du dialogue. En ce moment, qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un dialogue? Si ce n'est dans le futur, peut-être par rapport à l'organisation des élections, pour que nous ayons, pour une fois dans ce pays, des élections dont les résultats sont acceptés par tous. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Assemblée nationale fonctionne, le Sénat fonctionne, le président de la République est en place, il y a un gouvernement qui est là. Il y a aussi le fait de ne pas induire les gens en erreur, non seulement le président de la République, mais aussi la population. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Comment va le Gabon aujourd'hui? Ce n'est pas seulement par le fait du dialogue, mais aussi par le fait de l'action gouvernementale. Voilà que nous terminons une année scolaire, une année universitaire. On ne sait pas quelle est l'année universitaire actuelle. Est-ce 2019-2020? Est-ce 2020-2021? On ne sait pas. L'économie aujourd'hui, le pays va d'endettement en endettement. Voilà des bonnes questions. Mais je me dis, si un membre du gouvernement ou bien un responsable d'institution n'est pas capable de défendre son bilan au bout d'un an, ce n'est pas en 7 ans de mandat d'Ali Bongo qu'il sera capable de défendre ce mandat. Il faut qu'on ait des bons messagers, du bon message et des bons messagers. Vous savez, vous pouvez en politique, vous pouvez être un bon messager, mais si le message n'est pas bon, votre discours ne passera pas. Ou bien vous pouvez avoir un très bon message, mais si le messager n'est pas bon, ça ne passera pas auprès de l'opinion. Nous ne nous posons pas de mauvaises questions pour trouver de mauvaises réponses. Les bonnes questions, c'est, comme l'a dit Gérard, comment va le pays aujourd'hui? L'état du pays n'est pas seulement inhérent aux questions politiques, mais il est aussi inhérent aux questions sociales et économiques. Il faut qu'on se pose la bonne question. Mais parce que certaines personnes pensent que dès qu'on parle du dialogue, eh bien, on met un drap sur d'autres questions fondamentales du pays. Or, moi, je pense que les questions fondamentales aujourd'hui, c'est des questions économiques, c'est des questions du bien-être social. Une route a été promise. Quand on dit au président d'annoncer un projet, mais dès que le président l'annonce, il endosse, c'est le président qui doit en rendre compte. Mais qui sont ceux qui doivent mettre en exécution la volonté du président? Où est la transgabonaise dont on a parlé? Quelle est la situation de l'année universitaire, de l'année scolaire? On vient de boucler les examens. Mais vous savez, à l'université aujourd'hui, nous avons 4 promotions d'étudiants en première année. Comment nous allons faire sans les infrastructures? Parce que ce qui a été fait là-bas, c'est de la peinture qui a été fait là-bas. Moi, je suis enseignant à l'université. Il n'y a eu aucune construction d'un nouvel amphithéâtre. Mais vous avez 4 promotions. Ça veut dire les redoublants que nous avons depuis. Il y a la promotion 2019-2020, 2019-2020, 2020-2021 et 2018-2020. En première année, vous aurez des premières années qui auront 6 000 étudiants. C'est une poudrière. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà des questions fondamentales qui nécessitent un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue économique et social dans ce pays. Parce que la bonne politique aussi s'adosse sur des résolutions économiques et sociales qui tiennent la route pour le bien-être des populations. Qu'est-ce que nous faisons? C'est à ces questions-là que nous devons inviter le gouvernement et d'autres responsables à répondre. Alors, Pascal Nkoulou, il y a cette observation qui est faite autour de la table par Gérard et par Jonathan Totomgom, mais il y a également la réalité que nous vivons depuis le 2016, cette espèce de fracture quand même qu'il y a entre l'opposition et le parti au pouvoir, fracture naturelle, mais surtout des positions rigides. Et évidemment, est-ce qu'il y a lieu de décrisper l'atmosphère? Parce que le discours de Gérard Elangema est évidemment, on le suit depuis plusieurs mois maintenant, très dur. Est-ce qu'il y a nécessité de décrisper justement cette atmosphère-là, ne serait-ce que par l'organisation de ces échanges qui pourraient avoir lieu entre les acteurs politiques? Parce que
Jonathan parle de l'organisation d'un dialogue social et économique. Évidemment, au cœur, il y a l'amélioration des conditions de vie des populations, mais ces politiques sont définies par un gouvernement qui doit pouvoir travailler dans un cadre apaisé, même si les institutions de la République fonctionnent, évidemment on le constate, mais il y a quand même, chacun a dans sa tête cette espèce de posture de deux camps qui se regardent comme en chiens de faïence depuis 2016. Est-ce qu'il y a nécessité de briser la glace ou de rester dans cette logique où il y a certains qui sont sur le bord de la route? Bon, il faut tout de même se garder de la typologie du dialogue. Parce que vous savez, tout le monde dit dialogue, dialogue. Le dialogue entre le chef de l'État, qui est président de la République, père de la nation, et tous les citoyens gabonais, de manière ordinaire, est de mise. C'est la fonction première du chef de l'État que d'écouter ceux de ses compatriotes qui ont des responsabilités ou qui ont de la présence publique. Donc, à ce niveau, je ne pense pas que, quel que soit le pays en termes de format dans lequel on va se retrouver, je n'ai jamais écouté un opposant qui réclame à eu à dire comme ça le dialogue avec son chef d'État en disant « il faut qu'on se parle ». Prenons l'exemple du pays que nous connaissons tous, la France. Ben, vous avez des opposants de taille. Marine Le Pen dit, là, il y a une erreur gouvernementale. Aux Français, voilà ma proposition. Et elle s'en tient et elle va avec tous ces constats pour composer une offre politique bien distincte de celle du chef de l'État en exercice. Elle en fait, elle, ce qu'on appelle un porte-étendard des propositions qu'elle va présenter aux Français. Ça la situe dans l'opinion française comme étant la première, la deuxième ou la troisième personnalité politique. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Ils font des constats. Ces constats en termes de situation politique, situation sociale, situation économique sont présentés aux Français. Dans le cas de notre pays, revenons à des choses les plus simples. Premier constat que moi je fais, c'est qu'il y a une forme de surinstitutionnalisation de notre pays. Vous avez trop d'institutions. La plupart ne servent absolument à rien. Quand j'écoute M. Gérard Elangema parler, évidemment, il a raison, mais il oublie une chose. Ce sont les mêmes acteurs politiques qui ont voulu qu'il y ait ce Conseil national de la démocratie, qui doit être un cadre pour justement permettre au chef de l'État d'avoir le recul nécessaire au fin de ne pas influencer les démarches des leaders et des partis politiques qui ne sont pas engagés dans sa dynamique de gouvernance. Or, vous avez l'impression que cet organe n'existe pas. Parce que chaque leader réclame un dialogue à titre impersonnel avec le chef de l'État. Lorsque M. Yegendong, qui a un statut politique hybride, il n'est plus à l'Union nationale, il est dans une coalition avec... bon, il y était, il n'y est plus. Ouais. Il n'y est plus, il faut être logique, il n'y est plus. C'est ça aussi les éléments qu'il faut dépoussiérer. Il a un statut hybride, il n'a pas de parti politique. Bon, le seul statut qu'on lui reconnaît sur le plan républicain, c'est qu'il a été ancien Premier ministre d'Omar Bongo et ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle. Bon, voilà un homme qui fait une déclaration et on lui accorde le bénéfice de l'intérêt comme si la procédure de M. Yegendong réglait justement les questions sociales, les questions économiques, les questions d'emploi, les questions d'éducation dont on fait état. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Lorsque nous sommes allés au dialogue politique d'Angondjé, c'est des propositions à la demande du chef de l'État. Le souhait était que les plus importantes soient transformées en loi et actes. Et je pense qu'il y a eu une évolution, M. Elangema. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des élections politiques à 2 tours, notamment les présidentielles sont des élections capitales, les législatives aussi. Et ensuite, il y a eu d'autres avancées. Le mandat des juges de la Cour constitutionnelle est maintenant un mandat unique, renouvelable. 9 ans, non renouvelable. Je crois que c'est les avancées les plus importantes. Et le chef d'État a veillé à ce que toutes ces choses soient traduites en loi. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un besoin impératif d'avoir un dialogue à 2 ans des élections présidentielles? Très honnêtement, je ne crois pas. Je salue par contre la position de ceux qui, constatant la faiblesse et la fébrilité de leur offre politique, comme les responsables de démocratie nouvelle, comme ceux des SDG et tous les autres partis qui ont fait le choix de se laisser absorber par le PDG pour ne plus avoir à faire étalage de leurs prétentions politiques propres. M. Yegendong, M. Onanga Fefe et tous ceux qui pensent aujourd'hui que le chef de l'État a toujours eu raison du fait d'inviter tous les Gabonais à participer. Et je précise que inviter les gens à participer, c'est également par des propositions cohérentes et objectives. Ce n'est pas de rester dans des nébuleuses creuses où on dit rien ne va. Évidemment, rien ne va. Mais à quelles sont leurs propositions? Est-ce que quand ils intègrent l'entrée du chef de l'État, leur intelligence va subitement s'illuminer, ils auront des propositions constantes? Le descriptif auquel tout le monde se livre aujourd'hui, tout le monde est capable de le faire, de dire rien ne va. Alors, mais ce n'est pas suffisant pour convoquer un dialogue. On va ouvrir dans le
second tiroir de l'émission, évidemment, pour nous projeter en 2023. Déjà, est-ce que Gérard Elangema, ce qu'on observe aujourd'hui, cette recomposition du paysage politique national, c'est la date de 2023 annoncée comme celle de l'organisation des futures élections générales. Est-ce que c'est ces élections générales qui sont déjà en train de se jouer déjà? Bon, cette question-là, vous devriez aller la poser à M. Ali Bongo. Non, je vous la pose à vous. Vous êtes un acteur politique majeur écoutez, dans notre pays. Vous avez évidemment des ambitions, peut-être, on ne sait pas encore, mais est-ce que vous pensez qu'on est déjà, à moins de 2 ans de 2023, en train de nous projeter ou de donner un coup d'accélérateur à cette actualité politique? Ça dépend. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, pour moi, c'est sans importance ce qui est en train de se faire. Parce qu'en réalité, il y a le peuple gabonais. Vous pouvez même recruter Langema. Je peux aller dans la majorité ou au PDG, défendre Ali Bongo. Mais les Gabonais ont un mot à dire. C'est pourquoi moi, je rappelle à Pascal Nkoulou, M. Pascal Nkoulou, je suis très satisfait que tu aies apprécié que le DN soit rentré au PDG. Tu as aussi, pour que tu ne parles plus à ton nom, pour que tu parles au nom du chef de l'État, il serait mieux que tu fasses comme DN. C'est un très bel exemple. Non, on n'apprécie pas les autres de loin. Faites la même chose. Mais moi, je voudrais vous dire, la parole est avec moi. Vous souffrez de m'écouter. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est bien de dire que oui, il y a l'élection à 2 tours, ainsi de suite, mais pour que l'élection à 2 tours ait un sens, il faut qu'on finalise la biométrie. Pour que l'élection à 2 tours ait un sens, il faut qu'on respecte l'esprit de la loi qui nous indique les temps de révision des listes électorales, les réinscriptions, tout cela. Vous voyez, depuis que nous sommes sortis d'Arambo, rien de tout ça n'aboutit. Pour avoir une élection à peser, c'est ça là qu'il faut faire. C'est pourquoi il y a des préalables qu'il faut remplir. Or, on endort tout le monde avec des scènes de cinéma du style tel est rentré, parce qu'on veut cacher l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que la liste électorale qui doit servir aux prochaines élections n'est pas d'actualité. La biométrie, qui devrait être un élément de sincérisation des votes, n'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est pourquoi je dis, est-ce que c'est sincère? Parce que dans les dialogues dont vous parlez, c'est vrai qu'on va aux élections, dans les dialogues dont vous parlez, est-ce que M. Ali est prêt à respecter l'esprit de la loi? Est-ce qu'il est prêt à accepter ça? Parce que dans tous les dialogues que nous allons avoir, le principal problème qui va être posé, c'est le problème de respecter la sincérité des votes. Là, nous allons aux prochaines élections. Ce qui se fait, c'est peut-être pour 2023, mais moi, je peux dire à M. Ali Bongo que vous aurez à gagner en faisant la paix avec les Gabonais, en demandant pardon aux Gabonais, en vous réconciliant avec les Gabonais. Vous pouvez prendre tous les acteurs que vous voulez, ça ne réglera pas votre problème. Votre problème, il reste entier. Est-ce que cette réconciliation-là ne se ferait pas à partir de ce dialogue que les uns et les autres souhaitent au sein du Conseil national de la démocratie? Monsieur Stella, oui, il a critiqué, de passage, il a dit quelque chose sur le Conseil national de la démocratie. Le Conseil national de la démocratie est né des accords de Paris. Mais pourquoi le Conseil national de la démocratie? Le Conseil national de la démocratie a été proposé et accepté pour garder permanent le dialogue, pour qu'on n'ait pas, sauf situation exceptionnelle, qu'on ait à convoquer un dialogue en dehors. Normalement, le principe du Conseil national de la démocratie, c'est de garder le dialogue permanent entre les camps politiques, pour qu'il n'y ait pas d'estincelle. Pour moi, si ce Conseil national de la démocratie ne fonctionne pas bien, parce que j'ai été à la dernière session du Conseil national de la démocratie, mais nous avons vu une lettre venant de la présidence, je ne veux pas citer les contemporains, mais ça m'a choqué, qui se posait la question pour qu'on puisse l'indiquer l'apport du Conseil national de la démocratie au Gabon. Lettre orientée par le
le coordonnateur général de la présidence. Non, non, je n'ai pas cité son nom. J'ai dit le coordonnateur général de la présidence qui a... C'est pas gros, c'est pas gros, sauf si vous n'avez pas été. Et moi, ce jour-là, j'ai été très étonné que le coordonnateur général de la présidence ne mesure pas ou qui n'apprécie pas le rôle qu'aurait dû avoir ou que devrait avoir le Conseil national de la démocratie. Parce que je crois que c'est une institution même qui est plus que nécessaire par rapport à d'autres institutions. Donc je dis, on peut débaucher, peut-être les camps se recomposent, mais n'oublions pas que le plus grand camp, c'est le camp du peuple qui est en phase avec son esprit, qui dit il faut l'alternance, il faut le changement. Le reste, je le concède aux politiciens professionnels. Alors, Jonathan Tutungom, est-ce que 2023 est en train de se jouer ce recompositionnement du paysage politique national, ces ralliements, ces fusions, absorptions, cet appel au dialogue ou à l'échange entre les acteurs politiques souhaités par certains acteurs de la majorité ou de l'opposition? Je le pense sincèrement que tout ce que nous sommes en train d'observer en ce moment est une explication avec le déroulement des futures élections générales en 2023. Les gens ont en mémoire rien que l'élection présidentielle, mais il faut rappeler que 2023 marque aussi la fin du mandat des députés de la présente législature, marque aussi la fin du mandat des conseils municipaux et départementaux. Donc, de ce point de vue, je pense que chacun est en train de fournir ses armes pour pouvoir aborder 2023. Il vous souviendra qu'en 2014-2015, c'est le même ballet de chaises musicales que nous avons observé d'un camp comme de l'autre à l'époque, en 2015, la sortie de Jean Ping, les démissions en cascade au niveau du PDG. Mais aujourd'hui, ça a l'air d'être l'inverse, c'est-à-dire, pour l'instant, on ne voit que ceux qui partent de l'opposition pour rejoindre soit le Parti démocratique gabonais, soit la majorité présidentielle. Mais que de ce qui va se passer lorsque l'opposition aura annoncé, par exemple, une candidature de taille. Vous verrez qu'il y aura des congrès ici et là. Cela présage déjà, cela est en prélude avec l'organisation des élections qui arrivent. Mais maintenant, est-ce que ça suffit, ce ballet de chaises musicales? Je pense que pour la paix, pour la stabilité de notre pays, parce que je pense que nous avons marre d'avoir à chaque fois des élections qui soient contestées, notamment des élections présidentielles et des élections législatives. Il faut effectivement qu'il y ait cet échange. L'échange ne signifie pas forcément qu'il y ait entente entre les deux camps. Non, l'échange, c'est que pour que les choses se passent normalement bien, pour que nous surprenions le monde entier, afin qu'une élection, pour une première fois, se déroule au Gabon sans trop de contestation, il faut normalement qu'il y ait cet échange. L'échange, ce n'est pas des échanges entre acteurs politiques et le président de la République. L'échange doit se faire entre les différents camps politiques pour que nous préparions cette échéance que Pascal Nkoulou a appelée dans les coulisses une espèce de transition. Bon, lui, il sait pourquoi il parle de transition. Je ne sais pas de quelle étape à quelle étape pour marquer une transition. On était dans les coulisses. Vous aurez pu poser la question dans les coulisses. Donc, de ce point de vue, je pense que tout ce que nous remarquons en ce moment est en prélude avec ce qui va se passer en 2023. Mais le souci de tout Gabonais, aujourd'hui, doit être un souci d'orgueil. Pourquoi, au terme de chaque élection, il y a souvent contestation, il y a souvent des dégâts corporels, des dégâts humains, des dégâts matériels. Est-ce que nous pouvons nous asseoir pour un temps pour dire nous avons été à la conférence nationale, nous avons été aux accords d'Arambo, nous avons été aux accords d'Agonje, on fait la synthèse de tout ce qui a été fait et ayons la sincérité d'appliquer tout ce que nous avons décidé pour un déroulement électoral qui soit apaisé. Voilà le souci. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait de la vie actuelle des Gabonais? Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je suis prêt. La politique aussi, c'est la responsabilité. Moi, j'ai été au gouvernement pendant 2 ans, au sortir de 2016, au sortir du dialogue d'Agonje. Moi, je suis prêt à défendre ce bilan parce que j'en fais partie. Je suis prêt à le défendre. Bon ou mauvais, un bilan est un bilan. J'ai mes arguments. Mais il faut que ceux qui assument aujourd'hui les rênes de l'État soient capables d'assumer le bilan, de défendre le bilan. Et si Ali Bongo est candidat, tous ceux qui ont été à ses côtés doivent être capables de défendre son bilan parce que ça va être chaud s'il est candidat. Et Gérard est déjà là pour allumer le feu. Donc, moi je dis, il faut que nous soyons prêts à
assumer. Mais ce n'est pas bien que quelqu'un est en poste depuis 1 an ou 1 an et demi, mais il subit des critiques, il n'est même pas capable de répondre face aux critiques qui lui sont formulées. Et vous pensez que cet acteur-là pourrait défendre un bilan de 7 ans? J'en doute. Alors, Donc, Pascal de ce point de vue, nous devons être capables d'assumer et de défendre ce bilan, mais surtout de faire en sorte que les élections qui arrivent, au-delà du ballet de chaises musicales que nous observons, ce n'est que des individus. Et un individu ne peut pas à lui seul, comme Pascal l'a dit, exiger un dialogue en tant que qui? Il faut qu'on organise un dialogue entre les groupements politiques, entre les forces vives de la nation, qui ne sont pas forcément les forces vives politiques, mais aussi les forces vives sociales, économiques, pour faire redémarrer l'économie du Gabon post-Covid-19. Alors, Pascal Koudou, il y a évidemment, à la lumière de l'argumentaire de Gérard Elangema et de Jonathan Totumgom, on peut voir peut-être 2 points de vue qui s'opposent, évidemment, puisque Gérard parle d'un énième dialogue ou un dialogue de trop, évidemment, puisqu'il y en a plusieurs qui ont été organisés sans que véritablement, selon lui, ça ne puisse profiter au peuple, même si on a fait quand même un inventaire d'un certain nombre d'acquis au sortir de chacun de ces dialogues-là. Est-il envisageable d'aller à cette date de 2023 pour des élections générales sans qu'il y ait cette approche-là, sans qu'il y ait des échanges entre les groupements politiques, appelons ça comme on veut, puisque le mot dialogue semble être proscrit par certains, mais est-ce qu'il y a nécessité par rapport justement au problème posé, et d'ailleurs rappelé par Gérard Elangema, le toilettage du fichier électoral par exemple, il y a d'autres questions, les questions d'ordre social, voilà, est-ce qu'il est envisageable d'y aller sans que les acteurs politiques ne se parlent? Bon, il faut qu'il y ait une clarification des situations. Vous savez, le dialogue pour le dialogue, c'est inutile. Parce qu'aujourd'hui, on est un acteur potentiel. Oui, on a tous compris, Gérard est longuement revenu là-dessus. Oui, il faut que ce soit bien dit. On a un acteur potentiel qui est président de la République et qui va certainement être candidat à sa propre succession, c'est le président Ali Bongo Ondimba. Il est clairement identifié, son ambition pour les Gabonais est clairement connue de tous les Gabonais. Les différents manquements constatés au cours de sa gouvernance sont également connus de tous les Gabonais. Les améliorations qu'il doit apporter, que ce soit dans le cadre des institutions politiques qui gèrent les élections, sont elles aussi clairement connues. Les améliorations qu'il faut apporter sur le tissu économique sont également connues. Les améliorations qu'il doit apporter sur le tissu social sont également clairement connues. Donc, à ce niveau, on peut penser qu'Ali Bongo a un cahier de charge des différentes situations en termes de propositions qu'il est prêt à faire aux Gabonais. La grande interrogation aujourd'hui, c'est en face, il y a quoi? C'est ça la grande interrogation. Parce que vous savez aujourd'hui que M. Egendo... En face, il y a quoi? Soyez plus précis. J'en viens. Que voulez-vous dire? Quand je parle en face, il y a quoi? C'est-à-dire, qui est celui qui s'interpose ou qui se présente comme étant une alternative à l'œuvre politique d'Ali Bongo? Parce que le dialogue politique, quand M. Egendo fait une déclaration en disant « je me mets à la disposition de l'État et de la République », ça veut dire que lui-même, en tant qu'individu, est prêt à rentrer, si je peux résumer seulement, dans le train des mesures proposées par l'actuel chef de l'exécutif. Mais ceux qui sont en face, ceux qui sont en face peuvent vous reporter à partir du moment où c'est identifié. Attendez. Pourquoi l'application ne suit pas? Monsieur, quand vous parlez... Non, je ne vous coupe pas. L'application, je l'ai dit tout à l'heure, je dis les différents constats à tous les niveaux sont connus et maîtrisés d'Ali Bongo Ondimba. Il lui suffit simplement de faire des propositions visant à les améliorer. Il peut le faire hors dialogue ou dans un dialogue. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que l'adversaire potentiel de M. Ali Bongo Ondimba, c'est celui-là, ce sont ceux-là qui doivent se dire, nous, pour aller à l'élection présidentielle de 2023, il faut que telle chose soit améliorée. Nous, pour faire ceci, tant qu'il n'y a pas ce débat, on n'aura jamais de sincérité. Il faut donc la volonté individuelle du prochain président de la République de tenir compte de toutes nos expériences depuis 1990 pour proposer un format qui soit politique. Moins de 5 minutes avant la fin de l'émission. Je voudrais donner une dernière fois la parole à Gérard Elangema avant de conclure, évidemment, avec vous, Gérard Elangema. Donc, on a compris, au regard de vos différents argumentaires, que ce qui préoccupe aujourd'hui les populations, et même le président de la République, c'est le social, c'est l'amélioration des conditions d'existence des populations gabonaises. Ça veut dire que s'il doit y avoir des échanges entre acteurs politiques, selon vous, il faut que ces questions d'ordre social, rien que ces questions d'ordre social là, soient au cœur, au centre de ces débats-là. C'est bien ça? C'est la question? Oui, c'est la question. Est-ce que Gérard Elangema serait prêt à prendre part à ce type d'échange où, au centre, ce sont des questions d'ordre social qui vont dans le sens
de l'amélioration des conditions d'existence des populations gabonaises? Si je me suis mis en politique, c'est certainement pour participer à la conception des meilleures conditions de vie de nos compatriotes. Parce que tout le monde ne peut pas être en politique. Évidemment, si un débat empreint de franchise et de sincérité, je continue à utiliser ces adjectifs, de franchise et de sincérité. Si ce débat est posé pour régler les questions des pensions, comme vous le voyez, pour régler les problèmes des établissements scolaires, parce que quand un pouvoir veut tuer un pays, vous tuez l'éducation et vous tuez la santé, c'est terminé. Et c'est ce que le pouvoir est en train de faire. Il tue l'éducation, il tue la santé. Mais si c'est pour débattre de ces problèmes, pour remettre tout ça au bout du jour, reconceptionner pour relancer le social, l'école, la route, je ne trouverai pas d'inconvénient à condition que l'on me donne le remède miracle que les 1 mois ou les 1 semaine ou les 2 jours que moi et Languema, je passerai à tourner mes ménages, comme je l'ai fait l'autre fois, j'étais président d'une commission, comme je l'ai fait pendant 1 mois, qu'on me certifie que ces choses seront prises en compte et qu'il y aura une programmation d'application. Mais si ce n'est pas dit, présenté comme cela, je dis non. Mais je voudrais dire quelque chose à mon frère Pascal. Oui, monsieur Pascal, vous avez exactement le timbre de tous ceux qui sont au pouvoir. Vous avez le sentiment que vous êtes... Le réalisme. Non, vous avez le sentiment que vous êtes au-dessus des autres et que les autres ne réfléchissent pas. Parce que lorsque vous dites qu'il y a quoi en face, alors j'ai envie de vous demander, vous avez présenté quoi? Du copier-coller que vous avez pris sur Macky Sall en 2009, que vous continuez jusqu'en 2016, du copier-coller? Où est votre PSG? Il est quoi? On vous demande même à payer ce programme que vous avez pris chez quelqu'un d'autre. Donc vous n'avez même pas aidé M. Ali. Si vous posez une question, vous donnez le temps d'avoir une réponse. Écoutez, je vous le dis maintenant, parce que vous n'avez même pas réfléchi à partir des réalités du Gabon. Vous avez vendu des chimères et c'est pourquoi rien, à 90%, rien ne peut sortir. Regardez les tas de sable au bord de mer. Vous n'avez pas honte? Regardez, vous êtes incapable de faire un toum couglé. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'avez pas un projet de société. Vous avez des paroles et donc ne faites pas le reproche à l'opposition qui vous fait observer vos manquements qui n'ont rien à proposer aux Gabonais. Merci, Gérard. Et Languema, ce serait votre mot de fin, Pascal Koulouk. Oui, très rapidement. Quand je dis en face, il y a quoi? Je vais demander à ce qu'il y ait une clarification des postures des uns et des autres. Moi, je suis de la majorité. J'écoute ce que le chef de l'État dit, je m'aligne. C'est un fait. Je suis dans l'opposition, j'ai une offre politique qui est claire. Ma question était claire et précise. Il ne s'agissait pas de jeter de l'opprobre qui que ce soit. Parce que lorsqu'on parle des questions sociales, je ne pense pas, en étant objectif, M. Languema, que c'est une réflexion qui regroupe des leaders politiques où on traiterait des questions sociales. Ailleurs, on met une commission technique, comme celle que Macron a commise, comme celle que l'autre avait commise, sur des questions sensibles. On peut effectivement consulter pour avoir l'avis des leaders politiques, mais on ne peut pas charger à des citoyens ordinaires de s'engager sur des questions d'ordre général. On met des commissions techniques. Tu mets les chefs de syndicats. Tu mets les patrons de syndicats. Ils sont les mieux placés pour débattre de ces problèmes. Voilà, c'est pour ça que j'allais dire. Ailleurs, on invite les leaders syndicaux. Et ensuite, lorsqu'on parle des questions sociales... C'est un débat. Notre échange ne doit pas vous faire peur. C'est un débat. Malheureusement, c'est un tour de table qui va être équitable en termes de prise de parole. Monsieur Pambou, je vais vite conclure. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un élément induit sur le budget. Vous comprenez? On ne peut pas tenir compte d'une réflexion qui tient lieu d'un développement social si on n'aligne pas les éléments du budget. Or, le budget est souvent en période d'exécution. Il revient au prochain président d'être élu, de prendre en compte toutes les réflexions si on veut faire avancer le pays. Pascal Koulouk, c'était votre mot de fin. Jonathan Toutoumgom, votre conclusion rapidement. Je pense que le débat a porté sur les retours à la maison qu'on observe en ce moment. Il y a eu Féfé Onanga et il y a Jean Irindo. Mais tout simplement, il faut dire que... Avant, il y a eu une des maisons Avant, il y a eu une des maisons bien. Il faut dire qu'il y a eu une question de matrice. Je pense que tous ces va-et-vient que nous observons ont pour seule influence la matrice du PDG. Tous ces acteurs ont d'abord été des éminents PDGistes. Ce n'est pas moi qui suis devenu nouveau PDGiste aujourd'hui et qui emboîte le pas à mon leader des maisons. Mais il faut quand même se rendre compte que
Fefe Onanga était déjà, en 2009, un des soutiens d'Ali Bongo. Il faut observer que Jean Yegendon a fait ses classes au PDG. Il faut observer que Ndemezo a été une éminence grise du PDG. Donc, je pense que l'influence de la matrice étant là, et que par souci, comme on le dit, par souci de l'intérêt supérieur de la nation, et par principe de respect des libertés fondamentales de chaque individu, ces individus sont libres de prendre le positionnement qui leur sied pour pouvoir faire respecter leurs responsabilités et leur engagement politique. Mais en même temps, ce qui doit être au-dessus de nos pensées, c'est la stabilité du Gabon, la paix du Gabon et surtout le bon fonctionnement économique et social du Gabon, que nous ayons des universités qui fonctionnent, que nous n'ayons plus des gens qui ont pour seul CV Business School, l'école des affaires, à qui on confie l'administration du Gabon. Mais, M. Pambo, quand vous avez fait Business School, ça signifie en anglais, en français, ça signifie l'école des affaires, donc du profit. Et ces gens-là ne sont pas rompus à la tâche administrative. Nous devons réorienter ceux à qui nous confions les rênes de notre administration et les rênes de notre économie et les rênes de nos universités pour que finalement le Gabon décolle. Et c'est ce qui est pour l'instant la préoccupation de tous les acteurs politiques, qui doit être la préoccupation de tous les acteurs politiques, de l'opposition ou de la majorité. Merci Jonathan Totumgom. Ainsi se referme, merci à tous les trois, ainsi se referme cette émission Ligne de Mire consacrée au décryptage de l'actualité politique qui prévaut dans notre pays. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.